Urgent, guerre pour l'Afrique. Boudanov contre Lavrov. Choc frontal sur le nouveau continent. L'Ukraine ouvre un front mondial et évince fermement la Russie. Le piège mortel de Boudanov pour le Kremlin. De plus, les forces spéciales de Kiev ont déjà établi des bases en Libye. Et aussi la fin des exportations de Poutine. Les drones navals ukrainiens contrôlent la Méditerranée et brûlent les pétroliers russes. C'est un jeu mondial. Kiev lance une vaste stratégie sur les marchés africains, laissant Lavrov les mains vides. Bienvenue sur la chaîne Ukraine aujourd'hui. Comment nos soldats brisent l'empire du Kremlin à l'autre bout du monde? À découvrir dès maintenant. Je m'appelle Andriy Silakov. Voyons comment notre pays devient un acteur de niveau mondial. Le triste canasson de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, jette encore de la poudre aux yeux. Il a fièrement annoncé que Moscou ouvrait 4 ambassades en Afrique pour s'emparer de tout le continent. Le Kremlin invoque l'amitié et l'anticolonialisme, mais la réalité est bien plus sombre. La Russie de Poutine ne veut que 2 choses, des minerais bon marché pour son budget et de la chair à canon contre l'Ukraine. Si avant Moscou utilisait surtout les outils du soft power, dans les domaines des médias et de la culture, elle passe à présent, notamment, à l'influence politique directe, via la création de partis qui lui sont loyaux. Ces forces politiques servent notamment à promouvoir les intérêts russes et à influencer en particulier la politique interne des États africains. Lavrov pensait que l'Afrique serait pour eux un havre, calme et rentable. Mais il s'est lourdement trompé. L'Ukraine entre en scène et les règles du jeu changent. Le chef du renseignement Kirilo Boudanov a réuni les décideurs pour valider un plan historique, une stratégie d'influence en Afrique. Kiev s'impose sur la scène mondiale. Pour la première fois, l'Ukraine cherche véritablement à influencer l'Afrique et à y défendre ses intérêts stratégiques, qui sont devenus particulièrement importants. L'Ukraine doit aujourd'hui s'affirmer avec force et détermination comme un acteur géopolitique influent sur la scène internationale, en défendant activement sa souveraineté face aux enjeux mondiaux. Il lui est indispensable de promouvoir ses intérêts économiques et sécuritaires, non seulement en protégeant ses ressources et ses citoyens, mais aussi en participant pleinement aux échanges et aux coopérations qui se jouent partout sur la planète. Nous ne venons pas en Afrique par hasard, mais pour longtemps. Nos diplomates visent déjà les États les plus puissants du continent. Du marché nigérian à l'Éthiopie, siège de l'Union africaine. C'est une question de prestige, de marché pour notre grain, de contrat et surtout de voix à l'international. Mais la diplomatie n'est que la partie émergée de l'iceberg sous laquelle se cache une véritable guerre de l'ombre. Des journalistes proches du gouvernement français ont révélé une information exclusive. L'Ukraine a déjà déployé au moins 2 bases militaires opérationnelles en Libye. L'une est proche du commandement américain en Afrique et d'un centre de renseignement britannique. L'autre se situe directement sur la côte de la mer Méditerranée. La coopération entre l'Ukraine et la Libye est tout à fait officielle. Les Ukrainiens forment les Libyens au pilotage de drones en échange de la possibilité de mener des opérations contre la Russie. Si cela s'avère vrai, c'est une raison de se réjouir et d'être fier. De plus, selon les services secrets français, c'est de notre base libyenne qu'a été lancé le drone marin Magura en mars dernier. RFI affirme que depuis la côte libyenne, les Ukrainiens ont lancé leur Magura contre un méthanier russe le 4 mars et y auraient éliminé un haut gradé du renseignement russe, Andrei Averyanov, ce qui n'est pas confirmé, mais le navire a bien été mis hors service. C'est une avancée majeure. Désormais, les pétroliers de Poutine transportant des ressources volées ne sont plus en sécurité, même à des milliers de kilomètres de la mer Noire. Les drones ukrainiens contrôlent désormais une route maritime vitale pour l'économie russe. Avec l'arrivée de l'Ukraine, l'Afrique ne sera plus une bouée de sauvetage pour Moscou. La Libye, déchirée par la guerre civile, a servi pendant des années de base arrière aux Russes pour leur expansion sur le continent. Mais maintenant, il semble que le Kremlin doive plier bagage, car Kiev ne renoncera pas à ses objectifs. Notre présence hypothétique en Libye est un pas vers l'arrêt de la Russie en Afrique, d'où Moscou tire des fonds et des mercenaires pour poursuivre sa guerre contre nous. Les Russes tentent de transformer la Libye, divisée par la guerre civile, en une base de projection vers le reste de l'Afrique. Les en expulser reviendrait à les couper totalement de ce continent. Pendant ce temps, les Russes sont furieux de nos succès à travers le monde. Kiev continue d'évincer fermement le Kremlin des riches pays du Golfe.
Paniqué par sa perte d'influence, Moscou a lancé une piètre guerre de désinformation pour tenter de freiner le triomphe ukrainien. Comment l'Ukraine déconstruit-elle les mensonges de Poutine en Orient pour gagner de nouveaux alliés? Découvrez-le dès maintenant. La Russie tente de racheter des chaînes Telegram arabes pour mener des attaques informationnelles contre l'Ukraine. Selon le Centre pour les communications stratégiques, les propriétaires de chaînes ciblant le public arabe reçoivent de plus en plus d'offres pour diffuser du contenu anti-ukrainien. En pratique, cela fonctionne ainsi. Des spécialistes russes créent de fausses informations, puis paient pour leur diffusion sur des chaînes Telegram arabes. Ainsi, la désinformation est présentée comme étant l'opinion indépendante de l'audience locale. Une certaine Ksenia, via le compte Confettis, propose aux blogueurs arabes de publier des vidéos sur la violation d'accords entre l'Ukraine et les pays arabes ciblés par des drones Shahed iraniens. Elle promet de fournir les documents tout prêts. Il n'y a plus qu'à les publier comme une info. D'après le Centre de communication stratégique Spravdi sur Telegram. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères voit cette campagne de désinformation comme un aveu indirect par Moscou de ses échecs régionaux et de l'efficacité de la politique ukrainienne. Parmi les fausses nouvelles circulant, on prétend que des experts ukrainiens aidant les pays du Golfe à se protéger des frappes iraniennes auraient subi des pertes. La Russie promeut aussi l'idée que Kiev ne respecterait pas ses engagements envers les États de la région, a précisé le ministère ukrainien. Moscou est très mécontente du renforcement rapide des liens entre l'Ukraine et les pays du Golfe face à la terreur aérienne iranienne. Ils comprennent que l'expérience unique de l'Ukraine a changé son rôle régional. Ils utilisent donc la propagande pour minimiser sa contribution. Ils diffusent des rumeurs disant que des experts ukrainiens meurent ou que l'Ukraine ne tient pas ses promesses, et ainsi de suite. Nous prévoyons d'autres inventions de ce genre dans les semaines à venir. Cette propagande n'atteindra pas son objectif. Andriy Sybiha, ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, sur le réseau X. Ces campagnes d'information se sont intensifiées après les succès de Kiev au Moyen-Orient, notamment le rétablissement des liens avec la Syrie et l'essor de la coopération en défense. Il y a peu, Damas était encore considéré comme l'un des alliés clés de Moscou dans la région. Mais après la chute du régime de Bachar al-Assad, l'équilibre change et, selon les experts, l'Ukraine pourrait occuper cette place vacante. Quant aux pays du Golfe qui traitaient avec la Russie, les analystes notent que leur intérêt pour Moscou affaiblit, surtout après les attaques de l'Iran, allié du Kremlin. Après la chute de l'Union soviétique, beaucoup de choses ont été perdues et la Fédération de Russie, en tant qu'entité distincte, n'y était présente que de façon limitée. Ils y jouaient un rôle constant. Il faut comprendre que leur influence existait, mais se limitait au domaine où les Arabes avaient un intérêt réel à coopérer. Aujourd'hui, l'Ukraine élargit sa coopération avec les États du Golfe, et pas seulement pour la livraison de drones intercepteurs. Comme l'a dit Volodymyr Zelensky, Kiev est prêt à aider à sécuriser la navigation et à débloquer le détroit d'Ormuz, actuellement entravé par l'Iran. Selon le dirigeant ukrainien, la situation rappelle le couloir céréalier, qui a fonctionné malgré les tentatives russes de bloquer les routes maritimes en mer Noire. Mais aucune demande officielle n'a encore été faite à Kiev pour le moment. L'Ukraine se concentre donc principalement sur les accords conclus récemment avec ses nouveaux partenaires, notamment pour la production d'armes. Rustem Umerov continue actuellement son travail dans la région. Rustem Umerov continue de travailler dans la région sur nos mesures de sécurité communes avec les pays concernés et sur l'élargissement des relations de défense et économiques. Nous avons déjà des accords avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, la Jordanie, ainsi qu'Oman et Bahreïn qui manifestent de l'intérêt. Pour la première fois de l'histoire, l'Ukraine n'est pas seulement présente au Moyen-Orient et dans le Golfe, mais y est un partenaire solide et apprécié. Je rappelle que l'Ukraine a déjà conclu des accords de 10 ans avec plusieurs pays de la région. Il prévoit l'ouverture de productions conjointes sur le territoire des États signataires, des investissements dans la défense et une coopération pour le développement et la production d'armement. Nikita Skoblikov pour la chaîne de télévision Freedom. Poutine enrage, mais il perd le contrôle. Les Russes ordinaires commencent à se réveiller en masse en voyant l'arrière-front en flammes. Ils ne croient plus aux contes pathétiques du Kremlin et admettent déjà ouvertement la supériorité aérienne totale de l'Ukraine. Comment la propagande de Poutine craque-t-elle sous les questions brûlantes du peuple ? À suivre dès maintenant. Eh bien mes amis, il semble qu'après 5 ans de guerre totale, les Vanka et les Manka de l'autre côté commencent peu à peu à ouvrir les yeux. Et nous ne disons pas cela simplement parce que nous en avons envie.
C'est juste qu'au cours des 2 ou 3 derniers mois, le discours de nombreux propagandistes pro-guerre et correspondants militaires a changé du tout au tout. Et pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, lisons ensemble le dernier message d'un correspondant de guerre nommé Kotenok. C'est, soit dit en passant, un auteur influent dans le monde russe. De retour sur l'essentiel au front. L'ennemi a de nouveau pris le contrôle du ciel à basse altitude sur le théâtre d'opérations ukrainien. L'ennemi étant ce qu'on appelle la zone de destruction. Il prévoit d'en détendre cette fameuse zone jusqu'à 100 km en profondeur chez nous et attention, pas seulement dans le Donbass, mais aussi dans les régions de la Russie continentale. Franchement, de nombreux habitants, du moins dans les zones frontalières russes, veulent une réponse à une question. Est-ce qu'on gagne vraiment cette opération militaire spéciale ? Est-ce qu'on gagne vraiment ? Se demandent les habitants de la frontière russe. Et nous avons pour eux une réponse sans équivoque. Mais bien sûr que vous gagnez, pauvres fous. Mieux encore, vous écrasez littéralement ces faibles et impuissants Ukrainiens. Poutine a pourtant répété 100 fois que l'opération spéciale se déroule comme prévu. L'opération militaire spéciale se déroule en stricte conformité avec le calendrier, selon le plan. Toutes les tâches fixées sont résolues avec succès. Par conséquent, les grands stratèges du Kremlin avaient prévu dès le départ qu'après 5 ans d'opération, les habitants de la région de Leningrad et du kraï de Krasnodar ne pourraient plus lever la tête à cause des attaques incessantes de missiles et de drones. Et oui, la petite Russie n'a absolument pas échoué, c'est juste un plan très astucieux. L'un des plus grands ports pétroliers russes sur la Baltique, Oust-Luga, a de nouveau été la cible d'une attaque de drones. Ces dernières semaines, Oust-Luga est régulièrement attaqué par des drones ukrainiens. Dans la nuit de lundi, les forces ukrainiennes ont frappé fort dans la région de Krasnodar. La cible principale était le terminal pétrolier du port local. Selon les habitants de Novorossiysk, les drones ont attaqué la ville pendant plusieurs heures. En fait, plus le temps passe, plus les Russes croient leurs yeux plutôt qu'un plan tordu. C'est effrayant de parler d'objectifs atteints pour l'opération spéciale alors que l'Ukraine se renforce chaque année. Rappelez-vous par exemple comment un certain Kadyrov bégayait il y a 2 ans que l'Ukraine était vaincue et qu'il visait la Pologne. L'Ukraine, c'est une affaire classée, Don. C'est la Pologne qui m'intéresse, Don. Après l'Ukraine, Don, si on reçoit l'ordre Don en 6 secondes, Don, on vous montrera de quoi vous êtes capable, Don. Beaucoup de temps a passé, mais au lieu de se battre pour Poznań, les Kadyrovides pleurnichent sur leur logistique détruite à la frontière russe. La démilitarisation de l'Ukraine a tellement échoué que l'armée ukrainienne ne fait qu'étendre sa zone de frappe. L'ennemi dispose désormais de nouveaux modèles de drones, des drones qui sont vraiment très modernisés, beaucoup plus avancés technologiquement que les précédents. Ils volent plus loin que les précédents. Et bien sûr, ils font vraiment tout leur possible pour essayer de couper totalement notre chaîne logistique dans la zone frontalière, et finalement, ils y parviennent. De plus, si l'on en croit les correspondants de guerre russes, les problèmes actuels des occupants ne sont qu'un début. Le pire viendra quand l'Ukraine et ses alliés produiront ces innovations à grande échelle. Bref, toute cette clique ultra-patriote ne rigole plus. Ils déchantent à la vitesse d'Usain Bolt. En réalité, tout cela ne fait que commencer. La production de drones est lancée dans toute l'Union européenne. Donc, dans 6 mois, les attaques massives seront 10 fois plus importantes qu'aujourd'hui. Ce qu'il restera des terminaux pétroliers, tout le monde peut s'en douter. Pendant que la sphère militaire gémit et s'affole, les propagandistes des chaînes fédérales se creusent la tête pour remonter le moral du peuple profond. Et il faut dire que ces mauvaises langues manquent autant d'imagination que d'hygiène capillaire. Et sur nos fronts cette semaine, il y a de bonnes nouvelles. L'armée russe a totalement libéré le territoire de la République populaire de Lougansk. Oh, vous avez vu cette petite victoire ? On pourrait même trinquer à l'Agnole pour fêter, Dieu me pardonne, la libération de la RPL. Et alors ? Ce sont de bonnes nouvelles, la mal peignée Belova l'a dit elle-même. Et sur nos fronts cette semaine, il y a de bonnes nouvelles. Sauf que les propagandistes russes nous ressortent exactement les mêmes soi-disant bonnes nouvelles chaque année. Si certains ont oublié, dès 2022, le Gauleiter Pasechnik annonçait le contrôle total de la RPL. Allez, Belova, montre-nous un peu ta tête. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet, et c'est un grand jour. Nous avons libéré la ville de Lysychansk, achevant ainsi la libération complète de la République dans ses frontières historiques. Je nous félicite tous très sincèrement pour ce nouveau jour de la grande victoire. Mais bien sûr, dans les faits, rien de tel n'était même proche d'arriver.
Par contre, les sages conservateurs de la politique d'information ont compris à un moment que le sauvetage de la Luganda, c'est cette rivière magique où l'on peut entrer non pas 2 mais bien 10 fois. Voici par exemple exactement la même nouvelle sur la libération de la RPL pour l'année 2025. Les forces russes ont totalement libéré la RPL. Et là, on pourrait demander à ces minables quand est-ce qu'ils mentaient, à l'époque ou maintenant. Mais au fond, tout cela ne sert à rien. Car même si on chope encore 10 fois ces moulins à parole en plein mensonge, ce peuple omnivore gobera tout tranquillement. Car la vérité, c'est que la plupart des Russes aiment vraiment les lunettes roses et l'auto-illusion au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. On lui pisse aux yeux, c'est de la rosée. Et bien sûr, l'omnivorisme des serfs facilite grandement le travail des fonctionnaires et des propagandistes russes. D'ailleurs, ces derniers sont devenus si paresseux qu'ils ne s'empressent pas de changer de disque, même en pleine crise. La Russie est bombardée, le front stagne, les capacités des forces armées ukrainiennes croissent de jour en jour. Et pendant ce temps, Kartapolov et Soloviev discutent sérieusement de la façon dont, après la prise de Kiev, ils fusilleront Zelensky, Boudanov et Madiar et y amèneront des diplomates européens. Nous devons achever victorieusement l'opération militaire spéciale. Nous devrons ensuite les mettre tous au pied du mur, que ce soit à Kharkiv, au Khreshchatyk, peu importe, et montrer « les voilà ces ordures, les voilà, ils ont tué ». Y amener les ambassadeurs des soi-disant États européens, les mettre en face d'eux et dire « voilà, c'est vous qui les avez élevés, vous les avez nourris, vous leur avez donné de l'argent, vous les avez embrassés partout. Regardez ». Rappelons simplement que ce même public, il y a 6 mois, s'apprêtait déjà à faire venir des diplomates et des journalistes en Ukraine. Sauf qu'à l'époque, il ne s'agissait pas de Kiev, mais de Kupiansk. De plus, Soloviev lui-même avait même promis de reproduire Kupiansk sur d'autres secteurs du front. Vous allez tous pourrir sur place. Et les événements de Kupiansk se répéteront inévitablement sur d'autres secteurs du front. Sauf que tous ces discours menaçants, comme on le sait, se sont terminés par la débandade habituelle de notre chère Russie. Et il faut être complètement timbré pour menacer publiquement Kiev et Kharkiv quand on s'est couvert de honte devant la planète entière et qu'on n'a même pas tenu Kupiansk. Nous devrons ensuite les mettre tous au pied du mur, que ce soit à Kharkiv, au Khreshchatyk, peu importe. Mais ces mauvaises langues ne semblent pas comprendre, en toute sincérité, que toutes leurs menaces ne sont rien d'autre qu'un but contre leur camp, et c'est pourquoi ils continuent de brandir leurs petits poings de façon ridicule. Je comprends bien les artilleurs qui sont prêts à rayer de la carte, y compris Kharkiv. Ces gars qui disent « laissez-nous les massacrer ». Oh, et puis zut, sauf qui peut. Quoiqu'il faudrait sans doute rappeler à Rodolfovitch que la guerre totale dure depuis 5 ans déjà, et que tous ceux qui voulaient être massacrés, laissez-moi le déchirer. Ils peuvent le faire tout à fait légalement. Plus besoin de menacer Kiev en buvant de la gnôle dans son quartier. Pourtant, il semble qu'à part des menaces en l'air, ces gens n'aient rien d'autre à offrir au peuple profond. On riait des fables sur Kiev, mais Soloviev et sa bande comptent maintenant s'emparer de la France. Ces petits garçons européens en culottes courtes ont commencé à avoir vraiment peur. Vraiment peur que Trump leur ait enfin dit la vérité, qu'ils ne sont que des parasites. Il est temps de reconquérir la France. Le pauvre Macron ignore sans doute que les troupes du premier front de Blabla sont déjà en route vers Paris. Regardez-les, ils ont décidé d'organiser un nouveau Reich là-bas, dans leur Europe. Mais nous comprenons quelle sera la réponse. En réponse, toute union militaire européenne ne peut prendre d'autre forme que celle d'un Reich. Et bien sûr, elle inclura tout ce qui restera de l'Ukraine et de l'armée ukrainienne. Mais s'il y a un endroit où un agro-Reich a réussi, c'est bien dans l'Ukraine fasciste et sataniste. C'est du moins ce dont les propagandistes russes sont fermement convaincus. Et pour que les serfs ne doutent pas de notre nature inhumaine, ils utilisent ce genre de créativité. Lors de l'assaut, l'ennemi a contre-attaqué en envoyant 2 véhicules blindés de débarquement. Sur 2 véhicules de combat d'infanterie, donc. On a vu sur ces véhicules le signalement, la swastika, enfin la croix. Ce que ce minable raconte sur les croix sur les blindés, on n'a même pas besoin de l'écouter. Car dans tout son flux de conscience, il n'y a qu'un seul mot important. Et ce mot est... Swastika, swastika, swastika. Swastika. Sérieusement ? C'est une sorte de pâtisserie. Quoique, il est probable que Doditch vise la place vacante de Caporal Swastika. Et nous allons vous rappeler pourquoi elle est vacante. Ils ont mis sur eux la swastika des nazis.
Mais nous ne permettrons jamais, en aucune façon, que cette swastika se lève. Sur le Donbass. Ah, c'était le bon temps. Givi, Plotva, Edka Bassourine, Sanka Zakharchenko, encore une fois. Pas comme les minables actuels, ennuyeux à mourir. Plus sérieusement, cette swastika qui traverse les décennies prouve que le nombre d'idiots dans le monde russe reste stable. Pour Poutine, les idiots sont un véritable trésor et son principal capital politique. Car c'est seulement avec un tel public que les menaces, les fakes et les manipulations marchent. C'est-à-dire tout ce sur quoi repose depuis des années le monde russe vanté par la propagande. À cause de pertes massives, Moscou a aussi perdu son élan dans l'offensive. Elle s'est complètement arrêtée. L'armée de Poutine s'est cassé les dents sur le front. Quelles mesures le dictateur prend-il pour boucher les trous en première ligne? Voyez la suite. Le plan de recrutement de contractuels pour la guerre contre l'Ukraine en Russie est au bord de l'échec. Cette année, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie comptait attirer 409 000 personnes. C'est environ 35 000 par mois. Cependant, le rythme réel de la mobilisation russe est nettement inférieur. Au lieu des 1100 attendus, 1150 contrats par jour, sur 3 mois de 2024, la moyenne quotidienne des signatures était d'un peu plus de 940. Il faut se rappeler que le nombre de contrats signés n'est pas égal au nombre d'arrivées dans les unités. Grosso modo, si la tendance se maintient, la Russie pourrait manquer 16%, soit plus de 65 000 personnes, d'après un article de la publication UDF. Pendant ce temps, les pertes de l'armée russe sur le front restent élevées. Rien qu'en mars, la Russie a perdu environ 35 000 militaires. Le rythme de remplacement des effectifs ne couvre plus le niveau des pertes, ce qui pèse sur le système de recrutement. Parallèlement, les forces armées ukrainiennes fixent de nouveaux objectifs mensuels de liquidation des occupants. Plus de 35 000 occupants ont été mis hors de combat. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les forces de défense acquièrent la capacité d'accomplir la tâche définie et transmise aux troupes, à savoir approcher les 50 000 occupants éliminés sur la ligne de front par mois. Si nous en éliminons plus qu'ils n'en mobilisent chaque mois, et nous en avons éliminé davantage. Par conséquent, leurs propres plans et actions deviennent alors très difficiles, voire impossibles à réaliser, car il n'y a plus personne pour avancer activement. Faute d'hommes, le Kremlin est contraint de faire appel au contingent spécial, c'est-à-dire des condamnés ou des prévenus. Ainsi, la Russie applique activement les amendements au Code pénal de 2024 permettant la libération conditionnelle ou totale des accusés et condamnés ayant signé un contrat avec la défense, ayant été décorés ou réformés après une blessure. Au moins 263 Russes ont bénéficié de sursis ou ont été libérés de prison pour ces motifs. Parmi eux, des accusés de trafic de drogue, violence, vol, escroquerie, braquage, conduite en état d'ivresse, corruption, ainsi qu'au moins un violeur, 13 meurtriers et 11 auteurs de coups et blessures graves ayant entraîné la mort, d'après un article de la publication Verstka. En parallèle, le Kremlin agit de plus en plus via les universités. Les facultés russes deviennent de fait des outils de recrutement. Comme l'écrit The Moscow Times, les plus grandes universités du pays doivent envoyer au front au moins 2% de leurs étudiants. À l'Université technologique de Russie, les règles d'expulsion ont été durcies pour forcer les étudiants à s'enrôler. Désormais, un seul échec académique peut mener à l'expulsion, alors que le seuil critique était auparavant de 5. Auparavant, les étudiants menacés d'expulsion avaient le choix, soit quitter l'université, soit s'engager dans des unités de drones. Désormais, la Fédération de Russie crée elle-même ses motifs d'expulsion. Ainsi, le recrutement militaire dépasse le cadre du volontariat et ressemble de plus en plus à une mobilisation cachée, notent les experts. Le pouvoir prend de telles mesures uniquement parce qu'il craint de lancer une mobilisation générale. Et donc, il y aura sûrement de nouvelles astuces inventées par le pouvoir pour retarder ce moment fatidique. Eh bien, il n'y a aucune issue favorable, pour ainsi dire. Donc, tout cela finit par se retourner contre le pouvoir. Les troupes russes, le commandement russe tente actuellement des assauts de chair à canon, oui, où les vies ne comptent pas. On les jette presque sans armes face au feu. C'est pour ça que, forcément, les effectifs s'épuisent. Une autre source de renfort pour les effectifs, les étrangers. La Russie prévoit d'attirer cette année au moins 18 500 citoyens d'autres pays. Cependant, des problèmes surgissent là aussi. Plusieurs États s'opposent activement au recrutement de leurs citoyens, ce qui réduit ce canal pour l'armée russe. En conséquence, le Kremlin doit littéralement racler les fonds de tiroir.
des prisonniers aux étudiants et migrants. Maria Gelutchenko pour la chaîne Freedom. Et que pensez-vous de ces événements? Partagez votre avis dans les commentaires. Aimez la vidéo et restez informés de l'essentiel. Restez avec nous. La suite sera encore plus intéressante.